palentike anako ayana kashtini alako hashtag palatike. Et takaloneke, estekenekoloko, estanakelo. Ok? Vous ne comprenez rien à ce que je dis? C'est normal. C'est un dialecte qui me vient pour faire lâcher le mental et que j'utilise pour des relaxations sonores ou des méditations sonores. J'avais juste envie de vous faire ressentir ce que j'avais ressenti à un moment donné de ma vie, où j'avais la sensation que mon existence était dénuée de sens, où je ne comprenais plus rien à ce qui se passait en moi et à l'extérieur de moi. Et personnellement, j'ai trouvé que ne rien comprendre, c'était fort inconfortable. Alors, effectivement, à vouloir correspondre à ce que je croyais que l'on attendait de moi, eh bien, je m'étais adaptée, conditionnée, formatée, suradaptée, jusqu'à me sentir très mal dans ma peau. Et du coup, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre ce qui me mettait si mal, car j'avais apparemment tout pour être heureuse, mais je ne l'étais pas. Alors je me suis mise en quête de sens, et j'ai compris des choses que je suis venue vous partager aujourd'hui. J'ai compris que la vie était un jeu. Un jeu où on ne nous donne pas les règles au départ. La règle principale serait peut-être d'en découvrir les règles. Alors comme j'en ai découvertes un certain nombre, je vais vous en proposer quelques-unes aujourd'hui. La première règle, eh bien, est que nous arrivons sur Terre avec un chemin qui nous est propre. Et si on arrive à le suivre, on ressent du bien-être. On se sent en vie, en joie. Mais comme on n'a pas les règles, on n'a pas les codes, quand on arrive, on n'a pas le GPS, il n'est pas rare que plutôt on s'égare. Et qu'au contraire, on ressente du mal-être. Deuxième règle, nous arrivons tous avec un bagage, composé des 9 mois de grossesse et tout ce qui s'y passe. Du moment de notre conception, qu'est-ce qui fait que nos parents ont le désir ou le non-désir de faire un enfant? Qu'est-ce qu'ils projettent sur lui? Qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Et également, tout ce qui se passe avant notre conception. L'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. Ce bagage, certains l'appellent le projet-sens. Et ce projet-sens a un énorme impact sur notre vie. Troisième règle, nous n'arrivons pas avec notre mode d'emploi étiqueté sur notre front. Donc nos parents font ce qu'ils peuvent. Et ils font des choix pour nous, qui parfois nous rapprochent de notre chemin, mais qui peuvent aussi nous en éloigner. Et il faut savoir que tout ce qui se passe dans la première partie de notre vie a un énorme impact sur notre vie d'adulte. Parce que notre cerveau n'est pas terminé à la naissance. C'est le cortex préfrontal qui nous permet de relativiser en tant qu'adulte, qui nous permet de prendre de la distance sur les événements. Mais cette partie du cerveau n'existe pas quand nous naissons. Le cerveau se développe au fur et à mesure des années et ce cortex préfrontal commence à fonctionner à l'âge de 10-12 ans seulement, pour être complètement opérationnel à l'âge de 20-22 ans. Un petit enfant qui ne voit pas sa mère dans la pièce est incapable de dire « T'inquiète, maman est partie dans la cuisine, elle va revenir dans 5 minutes ». Non, il peut se sentir perdu, complètement décontenancé, parfois terrorisé. Il peut ressentir jusqu'à la blessure de l'abandon. Alors tout ce qui se passe dans cette première partie de notre vie et qui nous touche, qui nous perturbe, reste en mémoire dans notre inconscient et conditionne nos comportements d'adultes, tels que le manque de confiance en soi, l'autosabotage, l'instabilité affective, l'agressivité excessive et j'en passe. Alors,
4e règle, lorsque nous devenons adultes, nous faisons des choix. Nous sommes régis par une sorte de programmation en lien avec tout cela. Et donc, du coup, quand nous sommes amenés à faire des choix d'études, des choix de métier, de relations, d'employeurs, de conjoints, des choix qui nous rapprochent ou qui nous éloignent de notre chemin. Et si on s'éloigne vraiment de notre chemin, on ressent du mal-être. L'idée, alors, c'est de prendre de la hauteur, de prendre de la distance sur les événements pour voir ce qui nous met à mal. Peut-être seulement changer notre vision des choses, nos croyances, ou peut-être faut-il réajuster des choses dans notre vie. Peut-être changer d'employeur, tout simplement, ou de métier, ou encore de relation, et parfois de conjoint. Et plus on se rapproche de notre chemin, plus on ressent du bien-être, plus on se sent vivant, plus on se sent en joie. C'est le signe que nous sommes dans la bonne direction. Alors il nous arrive parfois de nous en éloigner, bien sûr, à nouveau. Mais quand on connaît la règle, il est plus facile de réajuster. Toutefois, ce qui n'est pas simple, c'est de prendre conscience de notre mal-être, d'observer ce qui nous met à mal, de comprendre ce qu'il y a à changer dans notre vie, parce que certaines fois, on préfère se victimiser. Penser que c'est l'employeur, le gouvernement qui est incompétent, penser que c'est le voisin, le conjoint qui est méchant. On préfère parfois rester dans ce qu'on appelle notre zone de confort, qui peut être fort inconfortable, mais qui a le mérite d'être connu. Parce que c'est l'inconnu et le changement qui nous font peur. Alors, il nous arrive de rester sur la même trajectoire. Et là, le mal-être peut se transformer en maladie. Et c'est risqué, car on peut aller jusqu'à sortir du jeu de la vie. Alors, pour plus de concret et de clarté, je vais en revenir à mon propre bagage. Lors de ma conception, l'intention de mes parents était justement de ne pas concevoir d'enfants. Ils en avaient déjà 3 en bas âge, 3 en 3 ans. Ils n'étaient pas en mesure d'en accueillir une 4e. Ah bah toi, je me souviens bien quand t'es née. On s'est mariés fin août et t'es née début décembre, un gros bébé de 4,2 kg, et personne ne savait que ta mère était enceinte à notre mariage. Je crois qu'elle en avait honte. Ce sont les dires d'une de mes tantes qui me fait comprendre que j'étais une enfant non désirée. En effet, ma mère m'a confié qu'elle avait honte d'avoir un enfant tous les ans, qu'elle avait pleuré toute sa grossesse. Et j'ai compris qu'elle n'avait rien fait pour préserver ma vie. Alors quand on sait que tout ce qui se passe pendant les 9 mois de grossesse, on se l'approprie comme si cela nous appartenait, se sont forcément immiscés en moi la blessure du rejet, la culpabilité d'exister, la honte, l'incapacité à me sentir digne d'être aimée, et j'en passe. Et quand on sait également que l'on cherche absolument, inconsciemment, à répondre aux attentes de nos parents, j'ai compris pourquoi j'avais passé la majeure partie de ma vie à vouloir m'effacer, à chercher à n'être rien. Et j'ai compris également l'impact que ça avait sur ma vie, cette incapacité à prendre ma place, à m'affirmer, et ce dans tous les domaines de ma vie. Et vous? Connaissez-vous l'intention de vos parents lors de votre conception? Avez-vous cette sensation d'être libre d'être qui vous êtes, ou cherchez-vous à correspondre à leurs attentes? Et en tant que parent, avez-vous conscience de ce que vous projetez sur vos enfants? Sont-ils libres d'être qui ils sont? Ou cherchent-ils inlassablement à répondre à vos attentes? Alors j'en reviens à mon bagage.
C'est la valeur travail qui m'a été principalement inculquée par mes parents. J'avais compris que pour être valeureuse et aimable, il me fallait travailler dur. Alors, je me suis noyée dans le travail, jusqu'à l'épuisement. Mais je ne voulais rien laisser paraître. Je voulais tellement être parfaite. J'avais tant besoin de reconnaissance, j'avais tant besoin d'être validée, de me sentir aimée, que je faisais tout comme si tout allait bien. Alors qu'à l'intérieur de moi, rien n'allait. C'était le chaos. J'étais dans le paraître. Vous savez, le paravent de l'être. Où je suis là, je travaille dur, très très dur, très dur pour me sentir reconnue. Mais en même temps, j'ai tellement peur d'être vue que c'était peine perdue. Je me sentais complètement perdue. J'ai compris qu'à me noyer ainsi dans le travail, je me perdais complètement de vue. Alors, me direz-vous, comment ai-je fait pour m'en sortir et être là devant vous, à vous parler avec aisance, sans plus la peur d'être vue, sans plus la peur d'être jugée? Eh bien, grâce à ma capacité à écouter mon mal-être, justement. J'ai appris à écouter mon corps et à en comprendre les messages. Le yoga m'y a beaucoup aidé. Désormais, je ne peux plus faire autrement que de l'écouter, car j'ai compris que mon corps, jamais il ne se trompe. Et plus je l'écoute, plus je me sens en sécurité. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à trouver une pratique qui vous permette de vous reconnecter à vos ressentis, à vos sensations, à comprendre, à apprendre à comprendre les messages de votre corps. Pour moi, ça me semble vital, pour se sentir mieux avec soi-même, mieux avec les autres et en meilleure santé. Deuxièmement, j'ai accepté de me faire aider. Et ce n'était pas gagné parce que je faisais partie des gens qui pensaient que mes problèmes venaient de l'extérieur. Mais j'ai vite compris que je ne m'en sortirais pas toute seule. J'ai vite compris que mes croyances me limitaient, que je m'auto-sabotais, que je n'arrivais pas à avancer dans ma vie et que ça tournait en boucle dans ma tête. Alors, oui, j'ai accepté de me faire accompagner par une psychologue, par des coachs, par des thérapeutes de différentes pratiques. Et j'ai réussi à me libérer de nombreux blocages émotionnels inconscients. Vous savez, ce qui nous fait tomber toujours dans les mêmes travers, ce qui nous fait dire « Oh, je ne sais pas pourquoi je fonctionne comme ça, c'est plus fort que moi ». Mais oui, c'est bien plus fort que nous. Parce qu'un blocage émotionnel inconscient, c'est quand on est à un point A, qu'on souhaiterait aller à un point B et qu'immanquablement on se retrouve au point C. Par exemple, me concernant, vous l'aurez compris, j'avais tellement peur de déplaire que je n'exprimais pas mes besoins. Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais quand même arrêter de me faire marcher sur les pieds, je vais oser m'exprimer. Ça n'est pas si simple. Avant de prendre la parole, ça tournait en boucle dans ma tête. Et quand j'osais enfin m'exprimer, ça n'avait rien de fluide, rien de spontané. La personne le prenait mal, ça tournait vinaigre, ça virait au conflit, tout ce dont j'avais horreur. Alors, je regrettais, je m'en voulais, je culpabilisais. Et je me promettais que la prochaine fois, j'y arriverais. Sans succès. Jusqu'au jour où je me souviens avoir exprimé un désaccord et personne n'y a vu rien à redire. Oh, je me souviens m'être dit « Wow, c'est moi qui dis ça. J'aurais jamais osé auparavant. » J'ai compris alors que je m'étais libérée de blocages émotionnels qui m'empêchaient d'oser. Parce qu'un blocage émotionnel inconscient, c'est comme un nœud qu'on est venu placer là, en nous. On ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, pendant notre enfance, et je dirais peu importe, il nous empêche d'être qui nous sommes. Et j'ai dû m'en libérer d'un certain nombre pour être là aujourd'hui devant vous. Alors, à vous de trouver la méthode, le thérapeute qui sera en mesure de vous accompagner, de vous aider à vous libérer. Car à mon sens, il est de notre responsabilité de nous libérer de tout ce qui ne nous appartient pas et de tout ce qui n'a plus lieu d'être.
pour pouvoir se rapprocher de qui nous sommes vraiment. Et troisièmement, j'ai appris à mieux me connaître. Oui, je fais l'éloge de la connaissance de soi. Mieux comprendre son propre fonctionnement pour pouvoir se respecter et cesser de se définir dans le regard des autres. Alors comme j'étais quand même très éloignée de moi, j'ai eu besoin de la numérologie, de l'astrologie, du human design, de l'énéagramme, de la guématrie, la science de la programmation de la psyché humaine, pour m'éclairer, savoir qui j'étais vraiment. Et désormais, je suis en mesure d'aider les autres à mieux se connaître, grâce à la guématrie. Je suis en mesure de les aider à se libérer de leur blocage émotionnel. Et je suis en mesure de les aider à mieux comprendre ce que j'appelle le jeu de la vie. Et je me sens vraiment à ma place. Je me sens à ma place parce que je me sens plus en vie. Je me sens plus en joie. J'expérimente enfin le plaisir d'être en vie. Et j'ai enfin compris que je pouvais me foutre la paix, ne plus me comparer, ne plus me juger, ne plus me malmener, ne plus chercher à correspondre à cette image d'Épinal que je ne suis pas. Je suis, tout simplement. Et être là devant vous pour vous témoigner qu'il est possible de se libérer et de se rapprocher de qui nous sommes vraiment, me tenait vraiment à cœur. Et si vous avez une seule chose à retenir de cette présentation, eh bien ce serait que le mal-être a toute sa raison d'être. Il est le meilleur ami de l'être. C'est lui qui nous permet de voir ce qui ne va pas dans notre vie et qui nous aide à nous rapprocher de qui nous sommes, à nous recentrer et à nous placer au cœur de notre vie. Alors, s'il vous arrive aussi de ressentir du mal-être, faites-en votre meilleur allié. Vous pourrez alors vous aussi oser briller en toute simplicité. Vous pourrez expérimenter l'authenticité en exprimant votre sensibilité, en osant votre vulnérabilité, cette merveilleuse beauté qui en vous reste cachée. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Et si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, eh bien je vous invite à explorer mon site qui s'appelle Brin de Sagesse et ma chaîne YouTube. Je serai vraiment ravie de vous y retrouver. Namasté. Merci.